merci à tous d'être présents. Donc voilà, le projet de la norme SCORM, en fait, il vient suite à notre volonté affirmée de évoluer au niveau de la plateforme LMS, Learning Management System. On est actuellement sur Caroline Connect 10.13, si je me souviens bien. Donc, la version 10, or, il existe actuellement Caroline 13 et on est en train peut-être de voir si on continue avec Lyon, mais sur une nouvelle version, cette fois-ci, vers Moodle. Donc, toutes ces problématiques de LMS, quelle version LMS utiliser, vers quelle version LMS on se dirige, ben, elles renvoient justement à la problématique de conversion de tout ce qu'on a construit sur Caroline à peut-être Moodle. D'où le fait que j'ai demandé, Jean-Louis, et je le remercie d'avoir trouvé la possibilité de se rendre disponible. Il a pas mal travaillé sur la norme SCORM, mais je pensais que son apport pouvait nous être utile. Je sais aussi qu'Arnaud, ici présent, aussi, a pas mal travaillé, je crois, sur la norme SCORM aussi, donc il pourra aussi nous apporter des éclairages. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'arriver à anticiper ce changement de plateforme. Je peux vous donner une date déjà. C'est que Caroline 10.13, c'est fini le 31 décembre 2014. Voilà. 2024, oui, excusez-moi. Donc voilà, d'ici fin 2024, on changera de sur la plateforme. On aimerait quand même vous laisser largement plus d'un an pour pouvoir faire ces changements de plateforme, d'où l'idée finalement d'anticiper et de travailler sur la norme SCORM qui, si je ne me trompe pas, Jean-Louis, tu me corriges si je me trompe, est un outil qui permet finalement de simplifier les démarches de transfert d'une plateforme LMS à l'autre. C'est tout à fait ça. Eh bien, je te remercie encore, Jean-Louis, et je te laisse la parole. OK. Le maître mot de cette petite présentation, ça risque fort d'être interopérabilité. Moi, depuis que je joue avec des ordinateurs, j'ai toujours vécu des problèmes de compatibilité. Dans les années 80, c'était dû aux appareils. Il n'y avait pas de disquette ou de format de disquette qui permettait d'échanger correctement entre différentes choses. Ensuite, on a connu les années 90 avec une petite guéguerre entre les ordinateurs de type Macintosh et puis les ordinateurs qui tournaient de type PC, qui tournaient avec Microsoft. C'était génial, créer un document sous Macintosh au format Word et essayer de le récupérer sur un PC, c'était une aventure fantastique. On n'y retrouvait rien, généralement. Et il s'est posé le même problème au milieu des années 90 lorsqu'on a eu les premières plateformes qui visaient à faire finalement de l'enseignement à distance. Il fallait être sacrément équipé, sacrément outillé pour pouvoir concevoir le parcours de formation et tous les outils qui vont avec. Et bien entendu, il était hors de question de créer un contenu sur une plateforme et de pouvoir le réexploiter sur une autre plateforme. Tout était complètement verrouillé et prévu pour un outil particulier. Alors, historiquement, les premiers à se pencher sur la question du suivi des choses, c'est en fait un consortium de l'aviation civile aux États-Unis, qui se pose la question de savoir comment on fait du suivi de passagers, du suivi de colis, du suivi de toutes sortes de choses. Et donc, ils ont établi une norme, un standard, qui leur permettait d'échanger des informations entre différentes plateformes. C'est en fait l'ancêtre de ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fameux SCORM. Alors, excuse my French, mais le SCORM, c'est du Shareable Content Object Reference Model. Moi, je me dis toujours qu'heureusement qu'il y a une voyelle là-dedans, parce que sinon, ça deviendrait vite imprononçable. Donc, le SCORM, c'est une norme qui s'est imposée comme un standard, mais comme un standard technique. Il s'est imposé de facto, contrairement à d'autres univers où les gens discutent et travaillent en communauté pour créer quelque chose. Là, c'est plutôt le département de la Défense aux États-Unis, associé à d'autres organismes, qui se sont dit, tiens, on va se pencher sur la question de la normalisation et de l'interopérabilité entre des plateformes d'apprentissage. Et de mémoire, ça doit être en 97, ils créent un espèce de consortium, le Advanced Distributed Learning, donc un organisme qui se charge d'établir comment est-ce qu'on va créer une norme permettant aux différentes plateformes d'apprentissage de pouvoir gérer et récupérer des contenus.
Donc, bon, ils mettent à peu près 2 ans pour faire une première phase de test qui aboutit à cette fameuse norme SCORM dans sa version 1.0, mais la version 1.0 n'est pas distribuée, c'est juste une version de test. Il faudra attendre encore un petit moment, presque 1 an, pour que la première norme SCORM 1.1, on l'a bien nommée, voit le jour et puisse servir à faire justement des transferts entre des plateformes différentes. Au final, ce consortium a géré 5 étapes de développement de cette norme SCORM. On a vu la phase de test qui démarre en 2000. En 2001, la première norme, suivie très rapidement d'une version SCORM dite 1.2, qu'on utilise toujours aujourd'hui, et suivie 3 ans plus tard de la version SCORM dite 2004. Donc, si vous avez 2 choses à retenir sur les normes SCORM en utilité, c'est la version SCORM 1.2 et la version SCORM 2004. La grosse différence, outre le fait que la 2004 permet plus de choses que la version 1.2, la grosse différence tient au fait que dans la version 1.2, on gère surtout des pourcentages, alors, pourcentage de réponses correctes, pourcentage de suivi d'un parcours d'apprentissage. Voilà. Le maître mot dans la 1.2, c'est des pourcentages. Alors que dans la 2004, on est sur du comptage de points. Et on peut aussi envisager d'autres éléments tels que l'interruption d'un parcours de formation pour pouvoir le reprendre plus tard. Ça, c'est les grosses avancées. Alors, les gens qui fabriquent la norme SCORM se préoccupent finalement assez peu de pédagogie. C'est une norme technique et purement technique. C'est à nous ensuite de l'apprivoiser pour parvenir à en faire ce qu'on veut pouvoir en faire. Et l'autre aspect de la question en termes de normes, c'est que, contrairement au logiciel libre, il s'agit d'une norme qui n'est pas libre. Elle est en fait fermée. Elle est communément partagée, mais comme elle est régie par ce petit consortium états-unien, il n'y a pas d'autres gens qui sont véritablement amenés à travailler et à refaçonner ce qu'est la norme SCORM. Alors, le SCORM, c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Quand on parcourt rapidement des sites web, on va trouver des exemples de comparaison. Par analogie, l'exemple qui est donné, c'est quand vous achetez un DVD, vous ne vous posez pas la question de savoir s'il sera lu sur votre matériel, soit un Toshiba, un JVC ou je ne sais quoi. Ah, j'entends des voix. Donc, on ne se préoccupe pas en achetant un DVD de savoir si notre matériel va être en capacité de le lire. On espère bien qu'il y aura quelque chose qui va permettre d'assurer justement la lecture du DVD qu'on vient d'acheter. Et de la même manière, lorsqu'un studio d'enregistrement, un studio de cinéma, produit un DVD, il ne va pas réinventer l'eau chaude. Il imagine bien qu'il existe des normes qui vont lui permettre d'être regardé, d'être lu, quel que soit le lecteur sur lequel il sera diffusé. En fait, la norme SCORM, elle agit au même titre que ce qui régit la création des DVD, c'est-à-dire qu'elle uniformalise finalement les formats de diffusion. Ce qui est plutôt une bonne chose, parce qu'avant, avant les années 2000, finalement, c'était la jungle, et chacun était amené à faire dans son coin tout ce qu'il voulait. Alors, le SCORM, on l'a vu, c'est une norme. Elle sert essentiellement à créer des contenus de telle sorte que les contenus créés puissent être exploités par les plateformes, les Learning Management Systems, donc par les plateformes qui sont en général quasiment toutes susceptibles de les déchiffrer. Alors, on dit quasiment toutes parce qu'il y a des exceptions. Et je vous présenterai tout à l'heure ce que j'ai vécu en utilisant Claroline.
Clara se dit SCORM compliant, c'est-à-dire accepte les formats SCORM, mais on va voir que dans la réalité, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors, le SCORM, qu'est-ce que ça permet? À peu près les mêmes choses que ce que permet un Learning Management System, c'est-à-dire que les paquets que l'on crée au format SCORM permettent de mesurer le temps qui est passé sur une formation, les résultats de cette formation, les bonnes ou les mauvaises réponses lorsqu'on propose des tests ou des quiz, mais aussi lorsqu'on attaque la version 2004 de SCORM, on peut aussi visualiser quels sont les éléments qui ont été vus, les pages par exemple, mais aussi les temps de consultation de ces pages. En fait, au-delà de l'interopérabilité, la norme SCORM, je trouve, introduit la notion de traçabilité. Ça permet justement à toutes ces plateformes de garder et d'enregistrer tous les éléments qui vont permettre de tracer ce qu'a fait un apprenant dans un parcours. Alors, je viens de parler de paquets. En fait, un paquet SCORM, c'est rien d'autre qu'un fichier qui a été compacté, qui a été zippé, et qui contient un certain nombre d'éléments. En gros, un paquet SCORM, ça contient toujours un petit fichier HTML qui va servir de conteneur pour tous les contenus. La plupart du temps, les ingénieurs qui développent ça l'appellent index.html. Bon, jusque-là, pas trop de surprise. Mais un paquet SCORM, ça contient aussi des fichiers au format XML. Donc, des contenants qui vont permettre de recenser, en l'occurrence, tous les éléments constitutifs du paquet SCORM. Alors, tous les éléments constitutifs, ça peut être des images, ça peut être des vidéos, ça peut être des sons, ça peut être des quiz, mais ça peut être aussi le lecteur qui va servir à afficher tout ça. Donc, on a du HTML, on a du XML, et on va avoir des fichiers généralement au format JavaScript qui vont permettre de faire l'articulation entre tous les éléments contenus dans le paquet SCORM. Bien souvent, le lecteur est intégré dans le paquet, sinon c'est la plateforme qui dispose du lecteur. Et enfin, toujours encore un petit bout de XML pour expliquer comment le paquet SCORM doit être agencé. C'est-à-dire, quelle est la succession des étapes, quand il y a des points attribués, quels sont ces points, quelle est la somme, quelles sont les conditions de validation, etc. etc. Un peu tout ce qu'on rencontre finalement dans une plateforme traditionnelle, sauf que là, ça a été normé au démarrage, empaqueté dans un fichier zip et prêt à être téléchargé et déployé sur n'importe quelle plateforme susceptible de le lire. Alors, moi, les avantages que je vois à l'utilisation de fichiers SCORM, je l'ai dit dès le départ, c'est la question de l'interopérabilité. En gros, la question, ce n'est pas de se poser est-ce que je dois découvrir à chaque fois un nouvel environnement de travail dès lors que je change de plateforme, mais plutôt quel est l'outil dont je vais pouvoir me servir pour créer des contenus indépendamment de la plateforme que je vais utiliser. Et on va en voir 2-3 de ces outils qui sont souvent très différents les uns des autres, mais qui, à partir du moment où on se les approprie, sont, je trouve, plutôt faciles d'utilisation. L'autre aspect de la question, et il ne faut pas le négliger, c'est la question de la réutilisation des contenus qui ont été créés. En ce moment, quand on crée des parcours sur Clara, ils sont un petit peu limités par l'environnement de travail, c'est-à-dire par Clara lui-même. Lorsqu'on crée un contenu à l'aide de la norme SCORM, on crée a priori un contenu qui peut être exploité quelle que soit la plateforme d'enseignement à distance qu'on va utiliser. On verra des problèmes un petit peu plus tard. Mais ce côté réutilisation, ça me paraît important, et ce d'autant plus que pour peu qu'on se concentre sur l'utilisation
d'un seul outil pour créer des contenus SCORM, on évite à ce moment-là de trop se disperser et on peut d'une certaine façon réduire les coûts. En termes, alors déjà en termes de temps consacré à la production des ressources, mais aussi réduire les coûts au sens où, à partir du moment où les paquets sont réutilisables, on peut les importer, les exporter sur n'importe quelle plateforme ou créer des grains pédagogiques qui vont être réexploités dans plusieurs parcours différents. Ça, c'est aussi probablement l'un des avantages. Moi, ce que j'aime bien dans cette idée, c'est on crée en fait des choses en dehors de l'environnement fourni par la plateforme. Et pour nous, le problème va se poser. Hein, le passage de Claroline à une autre plateforme va impacter nos habitudes de travail et probablement impacter aussi la façon dont on va pouvoir réutiliser ou pas un certain nombre des ressources qui ont été créées sur Claroline. Alors, on vient de voir quelques avantages de la norme SCORM. Le monde n'est pas rose, il y a aussi les inconvénients. Alors, les principaux inconvénients, ils ne nous affectent pas, ils affectent plutôt les gens qui construisent des plateformes d'enseignement à distance, parce qu'ils doivent dépenser du temps et de l'énergie pour essayer de rendre leur LMS compatible avec la norme SCORM ou les normes SCORM. Je vous rappelle qu'il y en a principalement deux, la norme SCORM 1.2 et la norme SCORM 2004. Donc, c'est un temps considérable et si c'est du temps, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie, c'est probablement de l'argent. Donc, ça, c'est de leur côté. Maintenant, il y a d'autres petits soucis qui se posent à nous. Ils sont peut-être minimes, mais ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas changer juste une partie d'un paquet SCORM. En gros, c'est quand vous envoyez votre paquet SCORM qui contient tous vos contenus, hein, genre les images, les sons, les vidéos, les tests que vous avez faits pour votre parcours de formation, vous l'envoyez en un seul et même paquet. Et ensuite, si vous avez besoin de changer une image, de changer un son, de revoir un exercice, etc., c'est tout le paquet qu'il faudra supprimer de la plateforme et réexpédier un nouveau paquet à la place. Alors, ce n'est pas si dramatique que ça, je pense, mais ça peut constituer un petit frein. Un autre frein, celui-là, il est un peu plus historique, c'est que la plupart des LMS, des plateformes, ont des systèmes qui permettent de jouer les fichiers qui sont produits dans un paquet SCORM. Et donc, ces players, on devrait les appeler comme ça, sont pas toujours mis à jour, sont plutôt anciens. Et il se peut que, selon les formats qu'on utilise, notamment des formats de vidéo, par exemple, les players de certaines plateformes bloquent la diffusion. Donc, c'est une petite chose à surveiller lorsqu'on fait des tests. C'est est-ce que ma vidéo va bien être lue sur la plateforme vers laquelle je l'exporte. Alors, quelques outils. Quelques outils pour créer la norme SCORM. Alors, il en existe de plusieurs natures, des outils pour créer des paquets SCORM. Il y a d'abord ce qu'on pourrait qualifier de logiciels ou de ressources autonomes. Il y a là-dedans des géants, véritablement, qui proposent des produits. Je pense en particulier à Adobe, qui fournit un logiciel qui s'appelle Captivate et qui permet de fabriquer des choses aux normes SCORM 1.2 et 2004. Il y a d'autres mastodontes comme ça, notamment une société qui s'appelle Articulate, qui produit un logiciel qui s'appelle Storyline 360 et qui est aussi un gros. Quand je dis un gros, c'est leur logiciel fonctionne même très bien, hein, mais il faut mettre la main à la poche. Voilà. Dans la même veine, on va trouver un troisième logiciel qui s'appelle eSpring, dont on va reparler un petit peu plus tard, parce qu'ils font aussi une version gratuite qui va nous permettre de modifier les diaporamas, les PowerPoint, les diaporamas pour les exporter directement à la norme SCORM pour pouvoir les réutiliser
sur une plateforme. Donc, Adobe, Articulate, eSpring, ça c'est vraiment les mastodontes. Moi, je suis parti d'un petit logiciel qui est produit par une toute petite société au Vietnam. La société s'appelle Atomy et il propose un logiciel qui s'appelle Active Presenter. Active Presenter, c'est l'équivalent d'Adobe Captivate en 10 fois moins cher. C'est pour simplifier le propos. Et c'est celui que j'ai utilisé pour essayer de fabriquer des parcours de formation en bureautique que j'escomptais, et j'en parle au passé, que j'escomptais placer sur Claroline pour aider nos stagiaires à maîtriser Word, Excel, PowerPoint et compagnie. On verra tout à l'heure les déboires occasionnés. Alors, il existe évidemment des logiciels libres qui permettent de produire des choses, des contenus pédagogiques à la norme SCORM. Je pense en particulier à un projet qui a failli mourir, qui est né au début des années 2000, s'appelle ExeLearning. Donc en fait, le logiciel utilise votre navigateur pour créer des contenus pédagogiques et les exporter à la norme SCORM. Honnêtement, il faut aimer. Moi, je ne suis pas fan. Et il y a aussi dans les logiciels libres un logiciel qui s'appelle Opal, qui fait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste, qui s'appelle une chaîne éditoriale, qui s'appelle Scénarii. C'est très en vogue dans les milieux plutôt universitaires. Je pense qu'il faut de solides compétences pour pouvoir exploiter correctement un logiciel tel que Opal. Il faut rentrer dans le code, et ce n'est pas toujours évident. Et enfin, un petit dernier que je porte à votre connaissance et qui est issu d'un autre projet qui s'appelle le HTML5 Package. En abrégé, c'est du H5P. Donc, avec ce petit projet HTML5 Package, on peut produire des tas de ressources, des tas de contenus pédagogiques, des quiz, des vidéos, j'en passe et des meilleurs. Et il se trouve que plutôt que de l'utiliser directement en ligne sur le site du projet, il y a un petit logiciel qui s'appelle Lumi et qui exploite toutes les fonctionnalités produites par le H5P. Et entre autres, Lumi est capable non seulement de produire des contenus pédagogiques, mais aussi de les exporter au format SCORM, mais uniquement SCORM 1.2. Voilà. Ça, c'était pour les logiciels qu'on peut utiliser. Il y en a d'autres qui sont des services en ligne. Il y en a un que vous connaissez sûrement, il s'appelle Geniali. Geniali est capable de produire des ressources au format SCORM. Il en existe des tas d'autres, hein, ce n'est pas trop la peine de s'apesantir. Moi, j'ai découvert dernièrement un nouveau Learning Management System, un nouveau LMS, il s'appelle EdApp, en un mot, EdApp. Alors, il y a une version gratuite, une version payante, et ils sont capables de produire de la norme SCORM, mais uniquement dans la version payante de leurs ressources. Ensuite, il y a des… Alors, ils sont très rares. Moi, j'en ai trouvé qu'un qui soit à peu près correct. Il y a des convertisseurs en ligne. Alors, il y en a un qui s'appelle Scormify et qui permet de transformer des ressources pour les impacter à la norme SCORM. Et enfin, on va terminer par tout ce qui concerne la gestion des diaporamas. Le diaporama, c'est bien. La plupart du temps, en tout cas, moi, dans mon expérience, les gens les transforment en fichiers PDF pour ensuite les placer sur Claroline. Je pense qu'il y a une utilisation un peu plus aboutie qu'on pourrait faire de ces diaporamas, notamment pour conserver l'aspect, tous les effets qui sont rajoutés dans des diapositives et qui permettent de faire avancer ou de faire bouger des éléments sur les diapos. Et donc, pour conserver les effets et le format un peu diapositive, il existe des convertisseurs qui permettent de transformer des PowerPoint à la norme SCORM. Alors, le plus connu s'appelle le SCORM Hero. Je fais juste une petite… Oui. Il y a quelques questions qui fusent, donc autant que je te les donne déjà. D'accord.
Il y a déjà apparemment Sylvain qui nous fait signe qu'ils utilisent eSpring et Oui, Active 360 sur Toulouse. ouais, Arnaud Gadebin au Krebs Nantes utilise Captivate oui, Captivate. et Storitz en test également à Nantes. Mhm. Et Sylvain demande s'il est sur Geniali, une norme est récente. En fait, le fait de pouvoir passer sur SCORM, c'est récent. Oui, c'est ça. C'est récent. Et est-ce que ça permet, il semblerait que ça ne permette pas un tracking comme sur Articulate 360. Alors, moi, j'ai vu que la fonctionnalité existait. Malheureusement, je ne suis pas allé tester. Je ne suis pas utilisateur de Geniali, donc je ne suis pas allé tester la fonctionnalité. Je sais qu'ils peuvent le faire, mais je ne l'ai pas mis à l'épreuve des faits. Donc, ça marche. Je te laisse continuer. Donc voilà, j'en étais sur SCORM Hero, donc pour transformer vos diaporamas en pactage SCORM. C'est plutôt efficace, mais le souci que j'y vois, c'est que ça produit des fichiers, des paquets qui sont très lourds. Et enfin, on avait évoqué la suite eSpring, qui est une suite payante, qui permet de fabriquer des contenus et de les exporter à la norme SCORM. Il se trouve qu'ils éditent un petit plugin qui permet de se greffer sur PowerPoint. Il suffit de l'installer, ça rajoutera un menu. Non, c'est plus un menu, on est des onglets maintenant. Ça rajoutera un onglet sous votre PowerPoint et ça permet de créer des petits exercices sous forme de quiz et ça permet d'exporter votre présentation au format SCORM. Donc, c'est plutôt pratique. Que vous dire d'autre? Que SCORM, on l'a évoqué, c'est finalement une norme qui commence à vieillir, mais qui s'est imposée avec le temps. C'est-à-dire que le consortium qui est chargé d'en assurer le développement a finalement très rapidement essayé de faire évoluer cette norme. Et les normes SCORM 1.2 et les normes SCORM 2004 ne sont plus maintenues. C'est-à-dire qu'aucune amélioration de ces normes n'est à prévoir dans les années à venir. Le consortium se penche dorénavant sur d'autres aspects, sur d'autres normes, normalement une norme qui s'appelle XAPI et qui se présente comme étant le digne successeur de la norme SCORM, avec des possibilités de tracking et de suivi nettement améliorées par rapport à ce qu'on peut trouver avec le format SCORM. Donc ça existe depuis maintenant bientôt 10 ans, cette norme XAPI. Certains l'appellent le Tin Can API ou Expérience API. Bizarrement, je trouve qu'elle a du mal à s'imposer dans les plateformes d'enseignement à distance et que pour l'instant, ça reste encore les SCORM 1.2 et les SCORM 2004 qui sont utilisés et utilisables sur les plateformes d'enseignement à distance. Mais il faut bien prendre conscience que dans quelques années, la donne pourrait bien évoluer et aller vers cette nouvelle norme qui sera le XAPI. Alors, la dernière chose que je peux vous dire, peut-être avant de passer à de l'illustration, c'est qu'il est possible, outre Cloudline et autres LMS, il est possible de tester une production que l'on a empaquetée au format SCORM sur différents services. L'un des plus fiables peut-être, en tout cas un des plus connus, s'appelle Storm Cloud, qui nécessite une inscription mais gratuite. Et à partir de là, on peut télécharger les paquets SCORM qu'on a produits dans la perspective de tester leur communication avec n'importe quel LMS. L'idée, c'est de voir si le document qui est produit est le plus conforme possible aux préconisations de la norme. Maintenant, c'est bien de se préconiser ou de se rapprocher des préconisations de la norme,
Si on tombe sur un LMS qui s'assoit dessus ou qui ne respecte pas les standards, eh ben, on rencontre des problèmes. J'en veux pour exemple le fait que le logiciel Opal, qu'on trouve, c'est un logiciel libre, qu'on trouve dans la suite Scénari, dispose de plusieurs modules d'export au format SCORM. C'est-à-dire ils sont capables de produire du SCORM pour Moodle ou du SCORM pour Claroline, en connaissant ou en misant sur les insuffisances des uns ou des autres. Le formatage fait par le logiciel Opal n'est pas le même selon que l'on compte utiliser le paquet avec Moodle ou avec Claroline, par exemple. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin, parce que le reste, c'est des considérations extrêmement techniques. Peut-être juste peut-être vous montrer ou vous parler déjà de ce qui est des problèmes que j'ai rencontrés avec Claroline. Lorsque je me fais accompagner pour créer des contenus, et lorsque mon formateur et moi sommes allés sur Claroline pour faire nos premiers tests en utilisant un joli petit logiciel qui nous vient du Vietnam, je le rappelle, Active Presenter, et ben, la première fois qu'on a lancé le paquet, en fait, le Claroline rétrécit progressivement la ressource jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement de l'écran. Et c'est très surprenant la première fois de voir ce rétrécissement. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai raté quelque chose? Ou est-ce que mon logiciel fonctionne mal? Et malheureusement, force est de constater que Claroline semble être fâché avec les paquets SCORM parce qu'il a une fâcheuse tendance à réduire systématiquement les contenus. Alors, j'avais signalé le problème à Cyril, qui l'a transmis à Lyon. J'ai vu que Lyon avait fait des essais pour essayer de comprendre d'où venait le problème, mais aucune solution, malheureusement, n'est venue depuis. Donc ça, c'est fort dommageable pour Claroline. Le deuxième problème rencontré, et pas des moindres, c'est que les exports depuis les paquets SCORM vers Claroline dépendent du navigateur que l'internaute utilise. En gros, si comme moi, vous utilisez Firefox, pas de problème. Claroline enregistre les actions, affiche les scores ainsi que les durées et tout ça. Mais si vous utilisez Google Chrome, par exemple, eh bien, Claroline ne considère que vous n'existez même pas. Donc, c'est gênant d'avoir des ressources que l'on ne pourrait exploiter, que l'on ne peut exploiter qu'à partir du moment où on utilise un logiciel particulier. Et enfin, dernière chose, et c'est peut-être pas des moindres, à partir du moment où Claroline gère mal l'enregistrement des données SCORM, il est extrêmement difficile, voire impossible, de mettre des conditions bloquantes dans un parcours de formation. Vous le savez probablement, hein, dans un parcours Claroline, on peut conditionner l'état d'avancée vers une étape en fonction du fait que l'étape précédente, par exemple, a été réussie. Eh bien, ce type de conditionnement ou de branchement conditionnel n'est pas possible dès lors qu'on utilise un paquet SCORM exporté sous Claroline, parce que Claroline, manifestement, a de la réticence à ce sujet. Voilà. Merci Jean-Louis. Alors, il y a des questions, ça fuse sur la conversation. Je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder au fur et à mesure. Non, je vais regarder. Déjà, Arnaud, à mon avis, tu peux peut-être intervenir par rapport à ton expérience avec la norme SCORM et Claroline, voir si tu et la norme XAPI. XAPI, ouais. Ça doit être bon, Arnaud, on doit pouvoir t'entendre. Pas Arnaud, là, on n'entend pas. Ouais. Non, on n'entend pas Arnaud là.
Vous m'entendez là? Ouais, c'est bon. Il y a un écho, mais c'est bon. On va couper ça, c'est bon. Il faut qu'on coupe le son. Ok, donc moi je rejoins. Attends, c'est un peu là. Ok, là normalement il n'y a plus d'écho. Donc, moi je rejoins Jean-Louis parce qu'on a testé sur Captivate. Bonjour Jean-Louis. On a testé sur Captivate et puis d'autres outils auteurs des sorties SCORM en les exportant effectivement sur Claco, et on a des bugs réguliers qui sont de l'ordre de ci, de là, les intégrations YouTube dans le SCORM qui ne passent pas, effectivement des réductions au fur et à mesure de la ressource. Enfin, voilà. Donc nous on a fait aussi les tests et en tout cas la plateforme elle n'est pas, me semble-t-il, totalement compatible. Il y avait plusieurs benchmarks là, sur les outils auteurs. C'était juste par rapport à ce que disait Jean-Louis, c'est-à-dire que pour moi, c'est un outil auteur qui sort, effectivement, qui fait un export sur une norme qui s'appelle le SCORM, qui s'appelle XAPI, etc. Et ensuite, on l'introduit sur une plateforme de formation. Et sur les outils auteurs qu'on utilise, en tout cas, et sur les exports qu'on peut en faire, il y a une incompatibilité d'intégration de la plateforme Cloud Connect des outils SCORM, en tout cas de la norme qui est sortie. Il semble que ça ne soit pas le cas pour Moodle, qui avance très bien apparemment sur l'intégration, y compris de la norme XAPI. Voilà, donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à la fois sur les choix qui sont en train d'être opérés au niveau national sur la question de plateforme. Donc, effectivement, en tout cas pour nous, à Nantes, on a pris la stratégie actuellement de travailler sur la question des outils auteurs en préparation d'une migration qui va arriver bientôt, de telle sorte à ce que les parcours qui sont construits aujourd'hui avec les outils auteurs, on puisse les réexploiter demain sur n'importe quelle plateforme. En tout cas, il y aura sans doute, on sera dans un paysage avec des multiplateformes autres que celles que le RNSPF aura choisi. Et donc, du coup, pour moi, c'est un gain de temps. C'est ma perception à moi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un gain de temps, en tout cas, sur les questions de migration de plateformes techniques. Là où, effectivement, il y a encore des questionnements, c'est parce qu'on n'a pas encore on n'est pas encore totalement dans le jus, etc. Ça va être la question pour moi, des récupérations des informations, des datas qui sont issues du SCORM, comment je peux les réexploiter demain dans les Moodle et liaisons. Mais bon, ça, on s'y fera. Et ensuite, il y a surtout la question stratégique de savoir si telle ou telle plateforme elle est compatible demain sur la norme qui semble sortir, mais effectivement, Jean-Louis, qui peine à être reconnue, ou en tout cas à émerger. Donc, pour l'instant, beaucoup d'entre nous, on est resté sur la norme SCORM. Moi, je crois que c'est surtout le 1.2. Moi, je sais que celle-là, elle est stable. Et après, voilà, pas plus, pas moins. Mais ça nécessiterait peut-être, parce que là, on est dans une assemblée où il y a des gens qui utilisent beaucoup les outils Cloudline Connect. Ça nécessiterait sans doute que demain, on ait une intervention. On va y réfléchir là, justement sur la diversité des outils auteurs. Peut-être présenter les différents outils, à quoi ça ressemble, parce que souvent, c'est un peu du javanais pour les uns et les autres qui n'ont jamais utilisé ça. Moi, j'utilise beaucoup l'image que pour moi, tu utilisais PowerPoint. Hein, pour moi, c'est pas plus, pas moins parfois. Et donc, comment on scénarise dans un PowerPoint et comment on exporte finalement cette scénarisation avec des boutons interactifs, comme on peut utiliser avec des PowerPoint traditionnels, et comment on l'exporte. Si on avait une image à donner des outils auteurs, pour moi, c'est celle-là. Et on l'exporte sous un fichier qu'on peut importer ensuite sur la plateforme de formation. Et donc, voilà. Moi, je trouve qu'il y a un moment donné, on a effectivement peut-être à enrichir en tout cas cette intervention-là d'une intervention sur la présentation de quelques outils auteurs, comment ça marche, voilà, les exports en SCORM, comment est-ce qu'on peut les publier, comment on les intègre à la plateforme aujourd'hui et demain. Voilà. Ces questions-là, pour moi, qui se jouent et qui doit donner du sens aux gens qui écoutent aujourd'hui. Voilà. Je vais plus loin parce que moi, quand on me donne la parole, je suis un peu comme le rouge. Enfin, ça peut durer des heures. Non, moi, c'est pas vrai. Le suivant. Si vous avez des réactions. Sylvain? Oui, non, c'est intéressant. Alors, nous, on utilisait le SCORM avec iSpring. On a une licence iSpring au niveau du CREPS qu'on se partage entre collègues. Et après, on a recruté une collègue qui arrive pour digitaliser les contenus, donc qui est sur vraiment l'opérationnel. Et on lui a donné des outils un peu plus costauds et on est parti sur Articulate, donc la iSpring et Articulate. Et elle le digitalise aussi, on utilise beaucoup Genially. On a été tous formés, une quinzaine de collègues à Genially, mais elle en particulier, elle joue entre Articulate et Genially pour digitaliser. D'où ma question tout à l'heure sur Genially qui était qui permettait de construire plus facilement à partir du SCORM
que peut-être un fichier SCORM avec Articulate qui demande plus de prise en main un peu costaud et qui derrière aussi permet l'avantage d'un meilleur tracking, même si depuis, comme tu l'as précisé, on peut le faire avec Geniali. Alors, on ne l'a pas testé parce que justement, il nous semblait que Articulate était plus costaud là-dessus. On est parti à 100% sur Articulate pour avoir un meilleur tracking, mais il faudrait qu'on regarde si c'est possible de faire avec Geniali pour les comparer en tout cas. OK. Alors, s'il y a d'autres réactions, n'hésitez pas. Jean-Louis, bonjour Alain. Krebs, Valenton d'Arc, tu vas bien? Ça va. Moi, j'aurais voulu savoir s'il y avait. Salut Arnaud, salut Olivier. J'aurais voulu savoir si c'était possible de voir au moins une petite démo, là, histoire de voir, parce que vous, ça vous parle très bien, mais moi, je ne vois pas ce que ça voudrait dire en termes de voilà, je suis sur un PowerPoint, quel que soit le support que j'utilise. C'est compliqué à voir. Ce n'est pas l'objet de cette présentation-là, c'est plus tard. J'aurais bien voulu voir un peu comment ça se manifestait, très, très pratico-pratique, quoi, sur le plan pratique, quoi. Je peux faire du partage d'écran si c'est possible. C'est possible. Alors, on va partager l'écran et alors c'est pas SCORM, c'est pas ça, c'est ça. Partager. Alors, est-ce que ça marche? Ouais, ça marche. Alors, on va voir le produit fini et puis on va voir au moins deux ou trois petits logiciels qui permettent de créer du produit fini. Là, je vais aller sur mon espace de test. Hein, c'est le bazar. Hein, ne cherchez pas, c'est pas rangé. Je me suis conçu une ressource il y a quelques jours juste pour voir ce que ça donne dans un parcours. Et je vais lancer ici un petit parcours Claroline avec sa page d'accueil sur laquelle il n'y a pas grand-chose. Et j'ai inséré un paquet SCORM comme première étape qui s'appelle Tour d'horizon pour savoir qu'est-ce qu'on sait sur le jeu d'échecs. Alors, je vais le lancer et puis regardez bien ce qui va se passer. Voilà. Ça, c'est malheureusement ce qui se passe quand on utilise Claroline et qu'on veut envoyer du paquet SCORM. Pas terrible. Mais on peut quand même visualiser la ressource directement en dehors d'un parcours. On va la lancer ici directement. Et c'est une petite production faite avec du logiciel libre. Hein, ça s'appelle Lumi qui utilise le projet H5P. Donc là, il nous propose une page de garde et puis il nous propose un système de questions. Alors là, j'en ai exploité quelques-unes juste pour voir les différences qui existent entre les modalités de quiz qui sont proposées. Des questions vrai-faux, enfin, c'est du très classique. Vous me direz, oui, Claroline peut gérer aussi ce genre de choses, bien sûr. Néanmoins, bon, visuellement, souvent, c'est un peu moins sexy sur Claroline. Et puis, on revient au premier avantage, c'est une fois qu'on a créé notre source chez nous, sur notre ordinateur, on peut tenter de l'exporter sous Claroline, mais aussi sur d'autres plateformes, ce qui est quand même plutôt pas mal. Alors, on va essayer je vais arrêter le partage et je vais lancer un autre logiciel pour voir comment ça se présente. Celui-là, normalement, n'est pas connu. Alors, on y retourne. Comment est-ce que je partage mon écran? Comme ceci. Voilà. Là, je viens de lancer, c'est on va dire le petit frère de Adobe Captivate, hein, made in Vietnam, 10 fois moins cher, que je vais me faire financer par le Krebs dans quelques jours. L'idée, vous le voyez, quand ça se présente à la page d'accueil, c'est un peu comme dans vos logiciels de diaporama. C'est-à-dire que la fonction de base consiste quasiment à créer du diaporama. Je vais en prendre un blanc, hein,
sans aucun artifice, sans aucune prétention. Et on se retrouve dans un environnement de travail qui, moi je trouve, ressemble assez à ce qu'on peut trouver lorsqu'on est dans un logiciel de traitement de diaporama. Ça ressemble à du PowerPoint, même si les boutons ne sont pas les mêmes, hein. Mais on a la diapositive centrale avec l'invite qui est faite pour créer du contenu. Arnaud le disait tout à l'heure, il utilise cette comparaison avec les logiciels de diaporama. Ouais, moi je pense que produire du format SCORM avec Captivate ou avec Active Presenter, c'est du diaporama avec en prime cette notion de peut-être montage au sens montage vidéo. Vous voyez peut-être sur la partie basse du logiciel, vous avez ici une timeline qui va permettre d'agencer ou de réagencer l'apparition, la disparition d'éléments les uns par rapport aux autres. Et vraiment, quand on est sur le modèle de base, ça fonctionne comme un diaporama, hein. C'est vous insérez une nouvelle diapositive, ou alors vous allez ici via un onglet qui s'appelle Insérer. Je veux insérer une nouvelle. Je ne sais plus où elle est. Ah non, depuis Accueil. Voilà, je vais insérer une nouvelle question. Bon, le logiciel me crée tout de suite une diapositive avec la possibilité de choisir le type de question que je veux. Hein, des quiz, des vrais-faux, des machins. Donc, ça se compose un peu comme quand on fait un diaporama. Et l'idée, à la fin, c'est de proposer notamment une page de résultats qui indique quelle est la progression du stagiaire, de l'apprenant. Et très concrètement, une fois que votre conception, votre parcours est bouclé, il y a un petit onglet ici, Exporter, qui vous permet soit de produire des choses dans des formats traditionnels, hein, de bureautique, vous exportez au format PowerPoint en l'ayant créé avec un autre logiciel, mais surtout, on a ici la possibilité de l'exporter en HTML5, donc du HTML réactif, et aussi d'utiliser la fameuse norme SCORM avec la possibilité, je l'affiche, ça y est, avec la possibilité de choisir différents éléments. Là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sont des logiciels avec lesquels on peut faire soit du test, soit de la démonstration. Et surtout, dans la partie e-learning, on va pouvoir choisir quelle est la norme, SCORM 2004, SCORM 1.2, vers laquelle je veux exporter ma création. Donc voilà, ce n'est pas très compliqué, honnêtement, à prendre en main. Ça se fait plutôt facilement. Je vais vous en montrer peut-être un tout petit dernier. Moi, j'aime bien les… Alors, avant de passer à l'autre, juste un point de précision. Active Presenter, c'est un logiciel qui arrive en version de test non bridé. C'est-à-dire que la seule limitation, c'est qu'ils vous mettent un petit logo sur toutes les présentations que vous faites. Mais il est possible de le télécharger sur le site de l'éditeur et l'utiliser sans retenue, même quand c'est la version de démonstration. Jean-Louis? Oui. Ouais, tu l'as peut-être déjà dit, mais tu viens de présenter là, le 2004 et 1.2. Quelle différence tu fais entre les deux? Dans la version 1.2, le truc général, c'est qu'on retient le pourcentage. Pourcentage de bonnes réponses, pourcentage de progression, c'est vraiment la norme qui s'attache au pourcentage. Dans la version SCORM 2004, on est sur du comptage de points. Et il est possible de faire un suivi beaucoup plus précis, beaucoup plus fin, notamment en raison du fait qu'on peut interrompre une session et la reprendre plus tard. D'accord. Mais après, ça, ce sont les limitations de la norme. Ensuite, il faut voir qu'est-ce que le LMS, qu'est-ce que la plateforme est en capacité de gérer. Non, je ne l'ai pas. Si. Ah, bon. On arrive, on fait des tests en même temps. Donc, c'était juste pour rappeler à Sylvain que d'abord, quand on s'est donné des règles à l'ETN, quand tu lèves la main, tu attends que celui qui a levé la main le premier parle. Voilà, c'est juste pour un petit rappel. Et puis, levé la main le deuxième premier. chose, pour
pour ce qui concerne, ben voilà, je l'ai bouffé, il m'a coupé la parole, donc voilà, j'ai bouffé ma Si, question. c'était par rapport à PowerPoint. PowerPoint. Ah oui, tu as parlé tout à l'heure d'un add-on sur PowerPoint, parce que du coup, ça va parler à tout le monde l'utilise dans les réseaux de formateurs. Donc, est-ce que tu peux nous redonner ton petit outil dont tu parlais tout à l'heure, là, nous faire si tu l'as mis en œuvre sur ton. Voilà. Parce que ça, si ça fonctionne, finalement, est-ce qu'on peut créer des quiz, etc., via directement PowerPoint Ouais, et là, du coup, ça devient. Voilà. Là, ça Là, devient facile. on va se faire beaucoup d'amis. Ah ben, on va se faire énormément d'amis. Alors, regarde, on va partager ceci. Voilà, ça c'est une diapositive sous PowerPoint. Et moi, j'ai ajouté ce petit add-on ici qui s'appelle eSpring Free. Hein, c'est du eSpring dans une version free et qui offre la possibilité soit de publier directement, alors je vais lancer le document de publication, soit de publier directement en vue d'un export vers un LMS, auquel cas on choisit est-ce qu'on l'exporte à la norme 1.2 ou à la norme SCORM 2004. Et le truc rigolo, c'est que on peut insérer. Oui, il me demande de le sauvegarder d'abord. Très bien, OK, parfait. On peut insérer facilement des petits quiz. Alors, hop. Donc, question à choix multiples avec. On pose la question, on dit quels sont les choix. Bref, ça ne s'affiche pas, zut. Je pense qu'il vaut mieux que tu partages ton écran que de partager à chaque fois. Ouais. Alors, on va se mettre une nouvelle diapo. Je vais voir si je peux procéder différemment. Et eSpring, alors. Ah, exact. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. En fait, c'est parce qu'il lance un petit logiciel autonome. Alors, est-ce que je peux arrêter le partage et puis le reprendre sur… Oui, le voilà. Voilà, chez moi, ça s'affiche évidemment devant mon diaporama, mais voilà le petit module eSpring Free qui permet de créer des quiz, par exemple, directement depuis son diaporama PowerPoint et en vue ensuite de l'exporter au format SCORM. Donc, qu'est-ce que je veux? Je veux créer un quiz noté, par exemple. Et on va retrouver ici le groupe des questions, donc les questions successives que l'on va poser. On peut commencer par poser une question, je ne sais pas, moi, un vrai-faux, par exemple. Ah non, il ne veut pas. Donc, j'ai que des choix multiples, des réponses courtes ou des réponses multiples. Oui, ça aurait été, évidemment, dans la version gratuite, on est un petit peu limité. Donc, voici la question. On va le laisser, les options, etc. C'est exact pour le feedback, le score qui peut être modifié. Bref, c'est du assez classique. Et si je demande à une prévisualisation, est-ce qu'il me le fait dans la même fenêtre? Oui, la voici. Bon, comme on est sur une version de démo et gratuite, enfin pas de démo, plutôt gratuite, vous imaginez bien que l'éditeur cherche à placer son produit et donc il insère en filigrane, tout en bas de la diapo, il insère son nom, le nom du logiciel. Mais bon, je trouve que voilà, c'est pas très gênant. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Ouais. Il y a Alain. Alain, tu as levé la main. Oui, Jean-Louis, imaginons que j'ai créé un PowerPoint dans lequel j'ai un petit morceau de Geniali et puis un caout pour faire joli. Est-ce que tout ça peut s'exporter sans plus de travail via la norme SCORM ou est-ce qu'il faut que je reproduise du contenu, que je modifie des choses ou pas? Alors non, la norme SCORM est là pour t'aider. La norme SCORM est gentille. Et surtout, les logiciels qu'on utilise sont des logiciels gentils. Adobe Captivate
est capable de faire exactement ce que je vais tenter de vous montrer ici avec mon petit logiciel qui nous vient du Vietnam. Alors, comment je fais pour partager l'écran? Voilà, le voilà. Partager. Regardez ici, dans la partie en haut à gauche, vous avez la possibilité de créer un projet qui s'appelle vide, comme je l'ai fait tout à l'heure, d'enregistrer une vidéo directement, d'enregistrer une simulation logicielle. Ça, c'est ce qui, moi, m'intéresse pour montrer aux gens comment se servir de Word, Excel, PowerPoint. Donc, j'enregistre ce que je fais à l'écran pour le réutiliser ensuite. On peut faire des projets qu'ils appellent réactifs, donc adaptables en fonction du support. Un téléphone, une tablette, un écran d'ordinateur. Et ici, regardez, on a un truc qui s'appelle importation PowerPoint. Là, ça devient carrément intéressant parce que je peux choisir. Alors, est-ce que j'ai quelque chose à utiliser? Celui-là. Ah oui, tiens, courrier électronique. Voilà. Je peux choisir un fichier que j'ai créé par ailleurs sous PowerPoint et je vais le retrouver dans son intégralité, exporté sous la forme de diapositive dans mon logiciel. Alors, Captivate le fait, Active Presenter le fait. On retrouve tous les éléments et on retrouve aussi la possibilité de modifier les effets que vous avez appliqués sur vos éléments lorsque vous avez créé votre diaporama. Genre les effets d'apparition, les effets de tournoiement, de vagues, etc. On peut aisément les refaire en sélectionnant les éléments sur lesquels agir. Et comme vous avez ici votre diaporama, il ne vous reste plus que... Alors... Ouais, ok, j'aimerais bien pouvoir... Ah. Ouais, vu que tu planifies tout, après tu le transformes en vidéo, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est ça. Converti, en fait, converti en format vidéo, quoi. Oui, c'est ça. Arnaud, pendant ce temps-là, tu avais une question encore, je crois, ou peut-être Olivier? Il y avait un levage de main tout à l'heure, mais c'était bon? Ok. Moi, j'avais juste une question. C'est bon. Est-ce que c'est possible avec les outils de Mac, Keynote ou pas, par exemple? Alors, je ne pense pas que le format Keynote soit pris en charge. Non. En revanche, qu'il s'agisse de Captivate ou d'Active Presenter, ce sont des logiciels qui existent pour Macintosh. D'accord. Donc, je pense qu'en étant un utilisateur de Mac, on doit pouvoir s'en sortir avec ces logiciels. Mais moi, depuis ma version Windows, je ne vais pas pouvoir importer un document au format Keynote. D'accord. Donc, Jean-Louis, toi, avec toute ton expérience, là, tu as déjà testé tout, là, on est bien d'accord. Toi, aujourd'hui, tu fonctionnes avec quoi de manière la plus simple? Combien ça coûte à l'établissement? Tu sembles vouloir présenter une petite facture à ton Krebs pour s'équiper avec Active Presenter. J'imagine que pour nous, ça a un intérêt, enfin pour certains d'entre nous. Là. Combien ça coûte à l'année? Tes licences chez quoi? Chez Thaïlande, c'est ça? Alors, c'est juste à côté, le Vietnam. Vietnam, loin. Ouais. Donc, Active Presenter, la licence, contrairement à Captivate, c'est une licence qui t'est octroyée à vie. Alors que chez Adobe, ils te font payer à l'année. Ouais, bah oui, c'est un modèle économique qui leur est propre. Oui. Voilà, et qui est assez conséquent quand même, le prix à l'année. Active Presenter, dans une version éducation, parce qu'il y a une version normale qui coûte 400 $, et il y a une version éducation qui coûte 200 $. Donc, imagine qu'à ce prix-là, tu peux aisément envisager d'équiper tous tes collègues de leur propre logiciel si besoin est. Alors qu'avec Captivate, on peut demander à des gens de créer des choses, mais après, il va sûrement falloir convertir les choses produites sur la machine qui dispose de la licence. Oui, on est d'accord. OK. Sophie? Ouais, j'ai une question sur... là, je suis sur un parcours Clarolai. Comment convertir un parcours Clarolai à SCORM en espérant pouvoir l'importer sur Moodle? Tous les parcours qu'on a créés sur Clarolai, on ne peut pas?
Puisqu'il y a la question qui s'est posée par rapport à Lyon, puisque moi j'aimerais bien dupliquer mon modèle d'environnement numérique de travail directement, mais non, je rêve. Ouais, tu rêves en partie. Après, non, aussi, de toute façon, toutes les migrations, etc., c'est un vrai problème. C'est ce qui amène effectivement à la réflexion sur les. C'est-à-dire ce qu'on a jusqu'à maintenant, on ne voulait pas faire, c'est-à-dire facilité de production. Parce que la norme SCORM, pareil, ça a évolué. C'est-à-dire les outils de production sont beaucoup plus simples aujourd'hui que ce qu'il était il y a 10 ans. Sur la norme, ça se mélange un peu les pinceaux. Donc, tu avais plusieurs. Enfin, Jean-Louis, tu dois mieux connaître que moi tous ces trucs-là, hein, mais c'était pas si net que ça. Donc, il y a la première période, ça a été de dire on développe directement sur les plateformes parce que c'est plus simple, parce que déjà amener les gens sur les plateformes, c'était compliqué. Donc, tranquille, on part comme ça. Mais aujourd'hui, effectivement, on subit tous les 4-5 ans les migrations et on commence à dire, bon, c'est bien gentil, on commence à acculturer, donc on commence à dire, bon, peut-être qu'on peut passer sur des logiques de production qui sont un peu différentes. Mais non, aujourd'hui, tu n'as pas un export parcours, voilà. Et puis parce que pareil, dans Glaco, on faisait des trucs, alors je ne sais pas si ça le fait, ça, dans les normes score, mais des trucs d'évaluation par les pairs, des trucs comme ça aussi. Tu vois, on a des outils, alors je ne sais pas sur normes score si on a ce genre de jouets, je ne suis pas sûr parce qu'il y a des logiques de dépôt. Mais moi, je reste persuadé de toute façon que c'est un outil. L'outil de production, le dépôt en SCORM, etc., ça reste un outil. Rien n'empêche de toute façon de les compléter avec des outils qui sont propres à la plateforme parce que la plateforme, elle te permet de faire un certain nombre de choses qui seraient peut-être plus compliquées à faire par des outils SCORM, etc. Ouais. Moi, je pense que tout ça, c'est bien sûr complémentaire. Et ce que dit Jean-Louis au début, en fait, est très important, c'est que je pense que elle s'est stabilisée et elle est restée dans le temps, cette norme. C'est-à-dire qu'au départ, ce n'était pas si sûr que ça. Enfin, moi, je me rappelle de Battier qui était contre la norme SCORM au départ en disant non, mais de toute façon, c'est trop instable. Là. Bon, moi, je ne dois pas poser des milliards de questions, mais là, elle est restée dans le temps. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, finalement, elle s'impose. Enfin, ça devient fiable. Voilà, enfin, je ne sais pas, hein, Jean-Louis, moi, c'est un peu comme ça que je le ressens. Et je commence à me dire, oui, effectivement, il faut qu'on bascule sur des trucs. On ne va pas tous les 5 ans en chier sur les migrations, quoi. Et puis, il y a aussi, il y a aussi d'autres plateformes qui pointent leur nez avec des questionnements pour les Krebs, Magister, Mentor. Voilà. Et donc, la question, c'est est-ce que demain, l'environnement des Krebs, ça ne sera pas d'avoir ou travailler avec 2, 3 plateformes de formation? On ne sait pas encore. Voilà. Donc, on sait probablement que oui. Mais ce qui va poser le problème du stockage derrière de nos ressources scormées, mutualisées, par exemple, des lieux de production, etc., etc. C'est-à-dire que donc toujours, voilà. Estelle? Oui, moi j'ai quelques éléments de réponse sur comment on fait à Lyon 1 pour basculer sur Moodle, parce que je les ai vus. Moi, je viens de passer 1 an à travailler à Lyon 2, mais j'ai travaillé sur Moodle toute l'année et j'ai participé au Moodle Moot cet été et j'ai vu l'équipe de l'ICAP de Lyon 1. Donc, je les ai interrogés sur comment est-ce qu'ils envisageaient les choses, etc. Donc, eux, ils sont en train encore de basculer. C'est-à-dire que cette année, leur Claroline est encore ouvert. Et ils ont 7 instances Moodle qui sont ouvertes aussi, sur lesquelles ils envoient les différents... selon les projets, ils leur disent d'aller sur l'un ou l'autre. Et donc, globalement, en effet, il n'y a pas de bouton magique d'export Claroline Moodle. C'est à refaire. C'est à tous les enseignants de refaire leur parcours en partant de ce qu'ils ont déjà fait et en le réintégrant. Donc voilà, je pense qu'il n'y aura pas non plus de bouton magique pour nous. Après, je leur ai demandé aussi pourquoi ils avaient fait ce choix-là et s'ils n'étaient pas trop tristes d'abandonner Claroline qui développe depuis des années. Donc, ils m'ont dit que globalement, il fallait pas l'envisager comme une séparation, mais comme un déménagement parce que voilà, c'est les outils qui changent, etc. Peut-être qu'ils essaient de s'auto-convaincre aussi un petit peu. Mais j'ai trouvé que leur optique était intéressante et globalement, ce qui les a fait bouger, eux, c'est la communauté. C'est-à-dire que Moodle, et moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi en bossant dessus pendant 1 an. Je n'ai pas été spécialement éblouie par les fonctionnalités Moodle. Hein. C'est un outil qui marche bien, mais qui a aussi ses limites. Mais par contre, la communauté sur Moodle est exceptionnelle. Hein. Là, j'ai participé au Moodle Moot. Il y avait 700 personnes et encore, ils n'ont pas pris le quart. Ils n'ont pris que le quart des demandes d'inscription. 700 personnes de toute la France, des ingénieurs pédagogiques, des enseignants qui venaient pour partager leurs ressources, leurs expériences. Les forums sur Moodle, ils marchent très, très bien.
Donc, je pense que voilà, c'est la grande force de Moodle, c'est vraiment la communauté. Mais par contre, malheureusement, il n'y aura pas de solution pour récupérer tel quel tout ce qu'on a fait sur Claroline. Oui, je confirme. Effectivement, on a discuté avec eux. Eux, ils ont mis le paquet sur la capacité et leur possibilité de pouvoir transférer des questionnaires. C'est surtout ça, en fait, qu'ils souhaitaient déjà mettre en avant. La possibilité de transférer les questionnaires sans être obligé de les refaire. Alexandra? Oui, bonjour. Moi, j'aurais voulu savoir si vous nous parlez beaucoup de votre outil, la Active Presenter, et vous le comparez en fait à Adobe Captivate. Je voulais savoir par rapport à Storyline, justement, s'il y avait les mêmes fonctionnalités, si ça permettait de faire la même chose, parce que Storyline est aussi un outil qui est quand même relativement cher. Donc, voilà. Alors, je n'ai malheureusement pas d'expérience avec Storyline. Je vois à quoi ça peut servir, mais de là à effectuer une comparaison terme à terme, je vais pas me lancer là-dedans. Moi, ce que je peux dire de Adobe Captivate par rapport à Active Presenter, c'est que Captivate, c'est gros, c'est lourd, et le seul truc que ça apporte en plus, c'est peut-être un vrai plus dans certains cas, hein, c'est que Captivate, et peut-être d'autres, sont capables de gérer des fichiers au format, comment on appelle ça, j'allais dire 3 dimensions, c'est pour faire de l'immersion virtuelle. C'est-à-dire on prend des photos de son environnement et puis on est capable de les remettre ensuite dans l'application. Il est possible que Storyline fasse ce genre de choses que ne fait pas Active Presenter. C'est vraiment la grosse différence. Pour le reste, Active Presenter fait exactement la même chose que Captivate. Nous, on peut peut-être renvoyer juste qu'au niveau de Nantes, on travaille sur Captivate parce que l'un des projets sur Nantes, c'est la réalité virtuelle et la réalité augmentée, et qu'on va travailler spécifiquement sur des vidéos 360 avec une réalité augmentée, avec de l'interactivité. Donc, Captivate, aujourd'hui, c'est un des seuls outils, un des seuls logiciels qui permettent aujourd'hui à la fois d'être immergé et de permettre à la fois de faire des quiz en direct. Et voilà. C'est pour ça qu'on a fait ce choix-là. Et ce qui peut être, du coup, je complète parce que c'est un des enjeux, notamment de Definum. Là, tous les établissements sont engagés sur Definum. Et donc, parce que derrière, il va y avoir une réflexion en termes d'équipement, peut-être soit collective, mutualisée, peut-être pas, mais au moins qu'on ait des outils communs. Et donc, c'est peut-être une orientation parce qu'on se dit qu'il y a des trucs à faire autour du 360. Il y a 2 jours qu'on en parle. Mais encore une fois, cet outil-là d'utilisation de Captivate pour la 360, ce ne sera peut-être pas le quotidien de tout le monde. Il y a sans doute avoir une réflexion sur les outils plus classiques. On laisse la dernière question à Alain et on s'arrêtera sur cette question. Alain, ton micro. Alain, pas de micro, pas de question. Si, je remets le micro. Je parlais des convertisseurs en ligne avant de rentrer dans le dur, dans l'achat d'un outil. Est-ce que pour démarrer, le convertisseur en ligne peut remplir, peut faire son office sur les paquets SCORM ou pas du tout? Alors, tout dépend de ce que tu entends par convertisseur. Si tu veux convertir un diaporama, oui, tu vas sur SCORM Hero. Ça va te transformer ton diaporama et l'exporter au format SCORM. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Le seul souci que j'ai rencontré, c'est que les paquets SCORM qui sont produits sont plutôt lourds. Il faut compter à chaque fois plusieurs mégas, même pour une petite présentation, même pour un petit diaporama. Tu vois, le format de sortie au format SCORM, il est relativement lourd. Et quand on achète de la place sur une plateforme, comme c'est le cas avec Claroline, ça peut poser problème au bout d'un moment si on a une centaine de diaporamas qu'on doit exporter et placer sur la plateforme. Très bien. Merci pour toutes ces informations. Jean-Louis, merci à tout le monde pour votre participation active à ce jeudi du NSPF. Je crois que quand on a lancé cette idée de projet d'intervention sur la norme SCORM avec Jean-Louis, on ne s'attendait pas forcément à avoir autant de succès. Donc, on voit qu'effectivement, tout le monde a déjà commencé à travailler sur cette problématique-là, chacun de leur côté.
je pense que c'est effectivement très intéressant qu'on puisse échanger chacun là-dessus. Donc, merci à tous. Merci Jean-Louis. Merci à tous pour votre rapport et pour les informations. Donc, ce jeudi du RNSPF sera bien sûr mis en vidéo et disponible. Et je vous invite la prochaine fois, le 10 novembre, pour un nouveau jeudi du RNSPF qui sera sur le thème devenir super coordonnateur du MOOC des évaluateurs. Voilà, c'est aperçu que finalement, le MOOC des évaluateurs nécessitait d'être vraiment répandu sur tous nos organismes dans toute la France, mais que vous ne saviez peut-être pas forcément comment le gérer. Donc, c'est pour ça qu'on a eu cette idée-là, afin que cette vidéo devienne par la suite finalement un tuto pour des super administrateurs du MOOC évaluateur. Merci à tous pour votre participation. À très bientôt. Merci. Salut, salut.